Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast d'Arsenal French Club, la première émission de l'année. On est un peu en retard, comme Emery pour choisir son capitaine. Et justement, au sommaire, on va parler du Capitanat de Granit Xhaka, des jeunes d'Arsenal et de Manchester United pour la 7e journée de Premier League. Et pour en parler, je suis avec Max et Julien pour Arsenal French Club. Salut les gars. Salut. Salut. Et Geoffroy pour Manchester United, tu gères l'association officielle des supporters de Manchester United France, c'est ça ? Voilà, c'est ça, le supporter club officiel. Voilà. Salut à tous. Eh bien, bienvenue dans ce podcast. On commence tout de suite par donc parler du premier sujet, le Capitanat de Granit Xhaka. Alors déjà, est-ce que c'est pas un peu ridicule, les gars, pour Arsenal French Club, est-ce que c'est pas un peu ridicule d'avoir attendu le 27 septembre pour désigner un capitaine ? En vrai, on a attendu le 27, mais on savait déjà un peu comment ça allait se passer, puisque depuis le début de la saison, c'était Xhaka qui était capitaine. Donc voilà, la liste, elle est plus pour confirmer ce qu'on savait déjà. Sachant qu'Emery avait déjà fait ça l'an passé avec 5 capitaines. Donc l'année dernière, on avait Koscielny en 1, Sech, Ramsey, Ozil et Xhaka. Donc les 3 premiers sont partis. Ozil, vu que Emery ne le fait pas jouer, ça allait pas être lui le capitaine, donc ça paraissait plutôt logique que ce soit Xhaka qui soit numéro 1. Surtout, ça prend des proportions complètement hallucinantes pour un truc qui est censé être basique dans n'importe quelle équipe. Un capitaine, non. Enfin, moi, selon moi, même si le capitaine n'a plus l'aura et la valeur d'un capitaine d'il y a 10-20 ans, maintenant, c'est un peu plus qu'un bout de tissu plutôt qu'avant où le capitaine c'était vraiment quelqu'un d'emblématique dans l'équipe sur et en dehors du terrain. Donc là-dessus, c'est pas très grave, mais justement d'en faire une histoire à ce niveau-là, comme Julien le disait, chacun a porté le brassard depuis même la pré-saison. Là, on est bientôt début octobre, on officialise une liste de 5 capitaines potentiels avec une hiérarchie plus ou moins établie. C'est un peu débile, ouais, surtout que ça rajoute un peu de pression à chacun qui n'en a pas trop besoin en ce moment vu ses performances. Parce que là, nous, on le voit bien dans les commentaires, il en prend pour son grade et il se fait insulter dans tous les sens. Je suis pas sûr que ça va l'aider énormément. Après, écoute, de toute façon, il fallait que ça se fasse, mais je sais pas, sur certaines choses niveau timing, là, c'est comme la photo officielle, on l'a faite hier. Ouais. Il y a des trucs qui m'échappent, c'est peut-être des détails, mais niveau timing, il y a des trucs qui sont pas clairs. Après, il y a eu le fait d'établir soi-disant un vote dans l'effectif pour demander aux joueurs leurs avis sur. C'est quand même grave. Ça fait un peu délégué de classe. Ouais, c'est ça. On n'en est pas là, quoi. Après, leaders, il y en a plein, mais ouais. Et de ton côté, Geoffroy, comment est-ce que tu vois déjà cette situation du côté d'Arsenal ? Est-ce que on passe un peu pour des tocards ou Écoute, je pense que non. J'ai pas envie de vous blâmer là-dessus parce qu'en fait, tu vois, je fais une comparaison assez facile. À l'époque, on avait une rivalité monstrueuse. Vous aviez Tony Adams qui était un capitaine emblématique, comme l'a dit le collègue avant. En fait, je pense que le souci, c'est qu'actuellement, et c'est un parallèle que je peux faire avec mon club également, c'est que vous n'avez pas de leader charismatique dans l'équipe. Donc du coup, comme tu dis, tu vois, il y en a plein qui sont partis. Vous avez Özil qui pour moi est pas un capitaine dans tous les cas et qui est un peu fantomatique dans le début de saison. Donc au final, je pense que ça a été vraiment difficile peut-être pour le coach de dire voilà, on a un capitaine qui ça va être, etc. Il a mis Xhaka depuis le début de saison, ok. Et le fait de faire un peu délégué de classe, conseil de classe, je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Et je dirais que c'est peut-être mieux ainsi, dans le sens où tu as une équipe qui va te donner un leader, plutôt que le coach qui va peut-être maladroitement être quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire et qui pourrait créer des tensions. Donc, pour résumer, de mon côté, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense qu'il s'est laissé le temps. Et au final, il n'y a pas vraiment de leader naturel, en tout cas de ce que je peux voir. Je ne suis pas un méga fan d'Arsenal, j'y connais rien, je n'ai pas vu un de vos matchs cette saison. Donc, je peux difficilement dire. Mais de ce que je vois, en tout cas, j'ai pas l'impression que vous avez un leader naturel, tout comme nous. Donc, du coup, le Capitanat tourne un peu. Et là, comme vous avez Xhaka qui l'avait pris,
il a été confirmé. Donc, mauvaise chose, non, c'est fait maintenant. Et je pense que la manière est finalement peut-être pas si bête. Pour vous les gars, pour revenir sur Arsenal et Granit Xhaka, au regard de ses performances, est-ce que vous comprenez un peu cette immunité du Suisse vis-à-vis par rapport à Unai Emery, on va dire? Après, c'est compliqué de répondre à ça, puisqu'il y a des éléments qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais, puisque la vie du groupe, on la connaît pas. Il y a des choses qu'on saura pas. Alors bon, les joueurs poussent et ont sûrement été d'accord avec le choix de Xhaka, puisque ça a été validé par le groupe, a priori, via des votes. Est-ce que c'est par son tempérament et son caractère un peu fougueux, et peut-être que non, on ne sait pas après. Mais c'est vrai que ses prestations en termes sur le prêt, quoi, en termes même statistiques, c'est quand même non, en ce moment c'est catastrophique. Moi, c'est son positionnement qui me gêne. En fait, s'il est ni relayeur, ni récupérateur, ni meneur, tu sais pas ce qu'il est. T'as l'impression qu'il est paumé aussi lui. Moi, ce que je supporte plus, c'est le voir venir récupérer dos au jeu les ballons. On dirait un quarterback en NFL qui après va chercher. Oui, il a un beau jeu long, on le sait tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais derrière, il n'y a rien en fait. Donc là, bon, c'est difficile de dire, ouais, t'as le brassard, tu dois être irréprochable et monstrueux à chaque match parce que ça n'existe pas. Tous les capitaines ne sont pas comme ça, mais on dirait que ça lui rajoute aussi une certaine pression supplémentaire parce que bon, il est quand même assez friable mentalement, je trouve. Hein. On le sait tous, quand il pète les plombs, c'est facile de le faire plonger dans ses conneries. Donc après, ouais, il est comme bien protégé par Emery et qu'il a encore encensé sur son caractère Ouais, en conférence de presse. Ouais. et ses intentions dans. Alors je sais pas, après il y a des choses qu'on ne saura pas, il faut lui laisser le temps aussi encore un peu, on verra. Mais justement, tu parles de son tempérament et à la fin du match contre Francfort en Europa League, il s'est adressé aux supporters et il a fait un peu il a dit chute carrément aux supporters. Est-ce que Julien, par exemple, pour toi, c'est digne d'un capitaine de faire ça? Je sais pas, après, il avait déjà fait ça la première fois qu'il avait marqué un but avec nous, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, contre Hull City, je crois. Mais c'était plus en direction des médias que des supporters directement. Là, c'est vraiment ciblé sur nous, en fait, quoi. Mais ça montre bien que c'est un joueur qui est critiqué et qui est toujours un peu dans le creux de la vague, alors que pourtant c'est quelqu'un qui est quand même assez régulier, qui joue quasiment tous les matchs tous les ans, et qui est très peu blessé, et qui est capitaine de sa sélection, qui était capitaine aussi à Borussia. Donc il y a des choses qu'on voit peut-être pas bien. Alors pour l'instant, il n'est pas forcément très bon au début de saison, mais c'est quand même un joueur qui apporte un certain équilibre au milieu et qui peut être régulier dans ses performances. Donc on espère que ça va se résorber pour lui et ça va aller mieux. Est-ce que justement c'est pas un peu paradoxal, surtout en ce début de saison, où il est pas irréprochable sur le terrain, mais on va dire il est tout le temps, il est souvent titulaire, en tout cas titularisé par Emery. Il a l'air d'avoir une importance dans le vestiaire vu que les joueurs ont voté pour lui. Il a l'air d'être bien apprécié, il a l'air d'avoir un gros tempérament, mais sur le terrain il est pas à la hauteur. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour un capitaine justement Ouais, c'est sûr, ça pose problème. Après, je pense que ce qui le met pas en valeur depuis le début de saison, c'est aussi le style de jeu qu'on pratique. Depuis le début de saison, on joue plutôt en contre, puis on n'a pas vraiment de jeu offensif. Alors que Xhaka, on sait qu'il est assez lent, qu'il aime bien porter le ballon, et il lui faut de l'espace. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas non plus valorisé par ce qu'on fait, même si on est forcé de constater qu'il n'est pas non plus en forme physiquement et dans la tête non plus. Donc oui, c'est problématique de ne pas avoir un capitaine à 100% sur le terrain, surtout qu'on a d'autres joueurs qui sont peut-être plus à même de représenter le club et de porter le brassard. Max, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi c'est on va dire le bon capitaine, même s'il n'y a pas forcément de bonne définition à cette question? Le bon capitaine, peut-être qu'aussi on lui a confié le brassard pour justement lui permettre de se responsabiliser et de mûrir un petit peu Ouais, il a 27 ans. Hein.
oui, mais bon, je suis désolé, il a quand même le comportement parfois encore d'un gamin de 20 ans. Quand il craque un peu par moment mentalement, ça. Bon. Est-ce que c'est pas pour essayer de canaliser un peu ça et d'en faire un mec un peu plus responsable et mature? Bon, on l'a vu à Francfort que non, ou alors ça va prendre un peu de temps. Après, c'est sûr que sur le terrain, on a tellement changé de système dans les derniers matchs, trop selon moi. Les joueurs je pense que c'est difficile aussi de s'inscrire dans des projets quand on change l'effectif et le système à chaque match parce que tu as besoin aussi d'être régulier, de pouvoir jouer et avoir des automatismes clairs et définis avec tes partenaires. Pour moi, Xhaka, il n'est pas bien utilisé. Donc, moi, je l'utiliserais un peu plus en meneur reculé à l'ancienne, comme un Pirlo, avec des mecs bien entourés autour de lui qui puissent lui permettre d'utiliser correctement son jeu long. Parce que, récupérateur, c'est pas son taf. Meneur, c'est pas son taf. Donc là, moi, je le trouve perdu. Après, bon, on est que fin septembre. C'est à lui aussi de montrer qu'il va falloir compter quand même sur lui. J'espère qu'il va se sortir les doigts, qu'il va un peu se focaliser sur son jeu, sur ses responsabilités aussi, maintenant qui sont claires et définies. Voilà, on peut passer à autre chose. C'est lui le capitaine. On peut tourner la page de ça aussi, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, là, ces conneries de faire des listes, machin bidule. Et voilà, moi j'espère simplement qu'il va retourner un peu l'opinion en sa faveur, parce qu'on a besoin aussi d'un groupe uni et des joueurs qui sont au courant de ce qu'ils font et qui ont confiance en eux. Là c'est pas son cas à l'heure actuelle. Alors justement, en plus au milieu de terrain, il y a quelques jeunes qui arrivent en ce moment, qui montent, comme Joe Willock. Il y a Matteo Guendouzi et Torreira qui ont Torreira 23 ans et Guendouzi 20 ans. Guendouzi, c'était déjà la saison dernière, mais cette année, il y a en plus Ceballos au milieu de terrain. Et il y a donc Joe Willock qui commence à énormément bien jouer et à enchaîner les matchs. On arrive du coup à notre deuxième sujet, là, les Young Guns, les Young Gunners qui sont prometteurs cette saison et il y en a de plus en plus qui arrivent. Alors je vais faire un peu, on a l'effectif le plus jeune de Première Ligue avec 25 ans de moyenne d'âge. Alors une petite liste: Chambers 24 ans, Holding 24 ans, Mavropanos 21 ans, Ceballos 23, Guendouzi 20, Maitland-Niles 23, Pepe 24. Je peux encore continuer comme ça, notamment avec Bellerin 24 et Tierney 22, mais la liste elle est très longue et c'est tous des joueurs en dessous de 25 ans. Alors, tout d'abord, les gars, est-ce que ça vous fait pas un peu plaisir de voir cette jeunesse à Arsenal? C'est super excitant, c'est ce qu'on attendait aussi après la fin de saison qui était un peu catastrophique l'an passé. Et on se disait on n'allait pas réussir à faire un mercato suffisant pour redresser la barre. Bon, finalement, on a fait un super mercato, mais on a aussi, avec Ljungberg, du coup, qui est dans le staff maintenant, miser sur la jeunesse et pour l'instant ça paye et on a des belles promesses et des joueurs qui sont super intéressants comme Willock qui est, moi je trouve, vraiment la grosse surprise de ce début de saison parce que c'est un joueur que je trouvais pas si intéressant que ça les années précédentes et là qui a vraiment step up. Et puis Guendouzi qui confirme aussi. Après c'est en défense il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prendre la place de nos titulaires actuels et qui sont des jeunes du centre ou donc des jeunes anglais, Holding, Tierney, Chambers, etc. Et même Martinez, qui a été appelé en sélection argentine, qui est plus vraiment un jeune maintenant, mais qui est formé à Arsenal, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de jeunes de l'académie qui étaient promus en équipe première. Depuis Iwobi et Bellerin, Maitland-Niles. Max, toi, j'imagine que ça te fait énormément plaisir de voir tous ces joueurs? Ouais, bien sûr, on a enfin compris que on a une académie qui est productive, qu'il va falloir se servir des jeunes qu'on forme et qu'on paye cher aussi toutes nos installations de formation. On en a formé des bons joueurs, mais ils n'ont jamais réussi à passer ce cap pour passer en équipe première. Cette fois-ci, on ne se pose plus trop de questions, on n'hésite pas à les mettre en avant, que ce soit même
sur l'aspect marketing, puisque tu vois avec Adidas, il y a eu quand même beaucoup. Il y a eu Guendouzi, t'as Reiss Oui. Nelson qui Ouais, sont Reiss vachement Nelson, mis en ouais. avant. Donc là, il y a plus cet aspect. Bon, on va prendre le temps avec les gamins, il faut les installer tranquillement, on va les prêter à droite à gauche. Non, non, là, on a un noyau dur. Bon, je ne vais pas réutiliser British Core parce qu'il a pété ce terme-là. Mais quand on voit un dynamiteur comme Saka, quand on voit bon, Nelson, bon, il Peine un peu pour l'instant. peine un peu pour l'instant, mais on a. Et puis je suis content aussi qu'on ait récupéré Chambers et j'espère vraiment le voir prochainement parce qu'il a pris une maturité. Enfin, c'est impressionnant à n'importe quel poste défensif, c'est un monstre actuellement. Bon, j'aurais bien voulu qu'on garde Christian Bielik parce que pour moi il était intéressant, mais après bon. Derrière aussi, dans l'académie, il y a pas mal de jeunes derrière. Il y a des Bolagoun c'est une machine à marquer, ce petit. Il y a John Joule, il y a le Miguel Aziz qui est monstrueux au milieu de terrain, qui vient de signer pro. Mm. Après, voilà, il faut pas oublier aussi que c'est le travail aussi de Wenger, hein, tout ça, hein. Donc là, on en récolte les fruits maintenant. Et puis là, il y a eu les petits réglages au niveau du staff cet été qui ont permis aussi d'asseoir le truc et de montrer qu'on n'avait plus peur de titulariser nos petits et qu'on compte sur eux et qu'ils ont un avenir prometteur chez nous. Et puis, ça va aussi permettre à de futurs recrues de se dire, bah ok, je suis jeune, mais avec Arsenal, il n'y aura pas de souci, je vais jouer. Donc, c'est aussi cool, quoi. Et est-ce que c'est pas justement ce changement enfin que Steve Ball soit revenu avec les U23 et que on ait Freddy Ljungberg maintenant en adjoint qui lui entraînait les jeunes juste avant. C'est pas un peu cette passerelle qui nous manquait, on va dire, pour que les jeunes s'épanouissent en équipe première? C'est Je pense que c'était juste le tout petit truc pour permettre justement aux bons joueurs de l'U18, U23, qui avaient de belles promesses, mais on ne savait pas trop comment les utiliser en équipe première. Là, on se retrouve avec l'ancien coach de la réserve, enfin des U23, qui les connaît parfaitement, qui a D'oublier perdre. confiance en eux et qui leur confiance est réciproque. Donc c'était justement le bon truc. Bon, après, Steve Ball, je pense qu'il l'a un peu en travers de la gorge d'avoir été écarté de l'équipe première, mais bon, Et puis ça, c'est un autre problème. j'ai oublié de parler de Per Mertesacker aussi. Mm. Ouais, Per Mertesacker qui est responsable de la formation maintenant, donc c'est cool. Et puis voilà, on fait revenir maintenant, il y a Edu qui est là, Au niveau du staff, on a vachement travaillé. Et justement, pour revenir pour revenir un peu sur sur le terrain et les performances, il y a donc, on parle de Willock, on parle de Guendouzi, Holding aussi qui va revenir, Bellerin qui va revenir, mais genre comme Chambers et Torreira, ils affichent tous une maturité, on va dire une maturité dans le jeu, on va dire dans la mentalité qui est supérieure aux vieux de l'équipe, genre David Luiz, Socrates et Xhaka par exemple. Est-ce que c'est normal d'avoir ces jeunes qui sont supérieurs physiquement et mentalement aux vieux? Willock, actuellement, il a 3 Ozil dans chaque jambe, hein. À tous les niveaux, hein, c'est impressionnant. Il est quand même jeune, mais il a un niveau de maturité, une implication. Il défend, il remonte le ballon. Enfin, c'est impressionnant. Après, enfin, moi, je comprends pas que des tauliers, des mecs qui sont là, qui ont quand même une grosse expérience. Il y a des champions du monde aussi dans ce groupe, hein. Enfin, je comprends pas qu'ils soient pas piqués au vif. Enfin, même quand tu vois que c'est Guendouzi qui porte l'équipe mentalement, c'est le seul à gueuler, à poser ses couilles, désolé de l'expression. Enfin, moi, je sais pas, en tant qu'ancien sur le terrain, ça me ferait chier de me dire, attends, le petit, là, il sort de nulle part, il jouait en Ligue 2, et c'est lui qui me dit de me bouger le cul. Enfin, je trouve ça assez paradoxal que certains anciens ne réagissent pas, ou en tout cas n'en donnent pas l'impression, quoi. T'en penses quoi toi, Julien, de cette mentalité, on va dire, des jeunes? Ouais, bah, je rejoins un peu ce qu'a dit Max. D'un côté, c'est super positif de voir que les jeunes prennent leur chance et répondent présents. Mais d'un autre, bah, c'est aussi inquiétant de voir que nos joueurs qui sont censés être cadres, encore une fois, ne sont pas là quand on a besoin d'eux. Et ça fait un moment que ça dure. Même avant Emery, déjà, c'était un peu le cas. Alors, Mais je pense on- que. Ah, pardon. vas-y. Je voulais juste intervenir sur ce sujet. Je pense que votre transition, elle est très similaire à la nôtre. Tu vois, nous, on a fait pareil en passant
le coach des jeunes de la réserve. Donc c'était McKenna qui est passé avec Mourinho, puis maintenant avec Solskjaer. Et vous avez fait pareil avec Lundberg. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour permettre aux jeunes de s'adapter plus vite en équipe première, parce que finalement, on est tous les deux, toutes nos deux équipes sont dans la même situation où on est sur des phases de reconstruction. Et je crois que c'est Max qui disait avant, on a enfin compris qu'il va falloir du temps, mais que de faire jouer les jeunes maintenant, ça va leur donner l'expérience pour que dans 2-3 ans, ils soient vraiment au top. Et après, tu peux rajouter des joueurs autour d'eux. Donc, je pense que la transition, elle est bien faite. Et on va dire qu'il était temps de suivre ce schéma-là. Parce que vous avez énormément de jeunes, tout autant que nous. Et du coup, tu vois, ça va forcément être poussif dans certains matchs. Et je pense qu'en tant que page de supporters, vous devez absolument essayer de pousser l'idée qu'il faut vraiment être patient au niveau de vos fans, parce que l'impatience du monde actuel avec tout ce qui est les réseaux sociaux, etc., ça flingue l'équipe, ça peut flinguer le coach, ça peut flinguer les jeunes. Tu vois, si un jeune fait 2-3 mauvais matchs, si tu lui sautes dessus, forcément, il va l'entendre, il va le lire. Et ça peut lui bouffer son moral, alors que si ça se trouve, il a une mauvaise passe pour X ou Y raison. Et du coup, tu perds un potentiel de fou, quoi. Donc, c'est marteler vraiment ça, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment essayer de garder cet état d'esprit et de dire, voilà, c'est une période de transition, tenez bon, on va peut-être pas voir les résultats tout de suite, mais ça va venir par la suite. Et justement, c'était une de mes questions qui venait à Manchester United. Quelle est un peu la situation chez les jeunes, on va dire. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient, mais pour l'instant, nous, on a un peu, pareil que toi, un peu en tête que genre Mason Greenwood, mais à part ça, on est un peu paumé. C'est quoi un peu la situation à Manchester United? Bah, pour faire simple, en fait, tu as eu un dégraissage de l'effectif qui a été fait cet été avec un recrutement très faible. Donc, forcément, on le connaît, nos clubs, il y en a toujours des blessés. Donc, du coup, on se retrouve avec nos attaquants principaux pas là, des milieux pas là, des défenseurs pas là. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de faire monter les jeunes. Tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas d'autres joueurs dans tous les cas. Donc, du coup, tu as un noyau de 3-4 joueurs. Donc Mason Greenwood, on en entend parler parce que c'est la petite pépite qui a 17 ans, qui marque des buts et tout. 17 ans, c'est ultra jeune. Tu vois, c'est mettre une pression. Je suis désolé, mais tu ne peux pas dire. Par exemple, tu vois, on a joué en Carabao Cup contre Rochdale et tout le monde était là en mode, bah, faut que Greenwood marque en fait parce que c'est le seul attaquant de l'équipe. Et c'est super injuste de mettre cette pression-là sur un jeune de 17 ans. Alors, il a marqué, donc tant mieux, tu vois, c'est qu'il gère quand même plutôt pas mal. Mais on a notamment un ailier qui s'appelle Tai Chong, qui a une tête un peu atypique, un peu à la Fellaini, tu sais, avec une grosse coupe afro et tout. Ah oui. Ouais, voilà. Et ce jeune-là, en match de jeune, il est très bon, mais par contre, quand il est en équipe première, genre là, contre Rochdale, il a perdu tous ses ballons, il n'a pas gagné un duel, c'était vraiment la cata. Et du coup, tu vois, ça fait 2-3 matchs qu'il est amené à jouer, puisqu'on n'a personne d'autre. Et c'est très compliqué pour lui, je pense, de gérer ça, parce qu'il a 18 ans. Donc, tu vois, les fans, ils sont tout de suite là. Ouais, mais il est nul. Mais putain, il a 18 ans. Il est en équipe première. C'est ultra difficile. C'est comme vos jeunes, que ce soit. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, Chambers, il a été acheté en plus. Ouais, Donc, mais je suis désolé, c'est un jeune. Enfin, quand vous l'avez acheté, il était jeune. Et vos fans, et c'est pas une critique que envers vos fans, hein, nos fans font la même chose, mais vos fans l'ont flingué. Faut vraiment se mettre ça en tête, c'est que maintenant il est fort et tout parce qu'il a dû faire un travail monstrueux physique et mental, mais à l'époque, s'il avait été soutenu, il n'y aurait pas eu ce creux de 2 ans qu'il a eu là. Et moi, c'est ça que je déplore vraiment au niveau. Alors, bien sûr, je suis un peu plus âgé, tu vois, j'ai 34 ans. Pour moi, j'ai du mal un peu à comprendre cette nouvelle génération qui a besoin du tout de suite, mais tu peux pas. Et donc, pour répondre à ta question, nous, notre situation, c'est qu'à l'heure actuelle, on a 3 voire 4 jeunes de l'académie en équipe première. Donc, on est vraiment sur un effectif ultra jeune aussi. On en a peut-être encore 2 qui peuvent monter parce que, encore une fois, on a un peu un manque d'effectifs. Et donc, du coup, on se retrouve. Et là, je ne te parle pas de Rashford qui a la vingtaine et qui est encore super jeune. Mais pour tout le monde, c'est un
C'est un ancien, un titulaire affirmé de 25 ans, mais c'est ça, tu vois. Le seul qui a plus ce statut-là, c'est Jesse Lingard, qui a 27 ans et qui est toujours qualifié en tant qu'espoir. Là, je suis pas d'accord. Tu vois, lui, voilà. Mais tu vois, c'est très difficile comme situation. Donc forcément, après, on a rencontré un peu le même truc avec Guendouzi il n'y a pas si longtemps, où certains disaient ouais, c'est une quiche, il est nul. Tu dis mais attends, mais enfin moi j'ai souvenir d'avoir dit à des gens, mais même récemment là, Aziz, j'ai posté un truc comme quoi il avait signé son contrat pro. T'as des gens qui disent ouais, bah, c'est pas avec ça qu'on va gagner. Arrêtez d'appeler ça une pépite, nanani. C'est bon, il a rien fait, c'est une merde. Mais il a 17 ans, c'est un enfant encore. Arrêtez quoi. Mais les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, faut pas que tu oublies la plupart de ce noyau qui a entre 18 et 25 ans, on va dire, qui suit les équipes, c'est des joueurs de Football Manager, c'est des joueurs de FIFA, c'est des mecs qui pensent que, comme dans leur jeu, le gars fait carrière et qu'il a un potentiel de fou, etc. Enfin, je m'intéresse plus trop aux jeux, à ces jeux-là, mais tu vois, du coup, tu te dis, dès que le mec il fait ne serait-ce que 3 mois pauvre, tu te dis ouais mais c'est pas normal, le mec est nul, putain je comprends pas, moi dans FIFA il casse tout, mais putain les gars, faut que vous compreniez, c'est pas la vie quoi, c'est tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte, tu vois, que ce soit aux entraînements, les petites amies, les trucs qui commencent à sortir, le mec, enfin c'est sûr. Il y a une surexposition qui est tellement néfaste aussi, mais même pas que pour les joueurs de foot. Hein, c'est même à titre personnel, des fois, tu te dis mais on est où quoi. Après, oui, on me dit souvent ouais, mais les réseaux sociaux c'est comme ça. Bah oui, mais on n'est pas forcément non plus obligé de le subir. C'est pour ça que moi, des fois, je réagis peut-être un peu durement avec certaines personnes qui balancent des critiques complètement infondées. C'est parce que les gens aiment bien aussi venir sur Twitter pour se défouler, ça, faut pas le cacher non plus. Hein, mais... C'est ce que Wenger disait il n'y a pas si longtemps que ça quand je l'avais interviewé, j'ai eu la chance de l'interviewer, qui disait que avant les joueurs ils avaient juste le coach qui leur disait ce qu'il fallait faire et du coup ils étaient concentrés sur ce que leur disait le coach. Maintenant ils ont le coach. Maintenant ils ont le coach. Ils ont la famille, ils ont les proches de la famille, ils ont les agents et ils ont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Et les sponsors. Et les sponsors, en effet. Et les réseaux sociaux, il disait Wenger que les réseaux sociaux, ça les bouffe. Ils rentrent le soir, ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient tous les commentaires néfastes qu'ils peuvent avoir. Forcément, au niveau mental, tu peux pas gérer tout ça quand tu as 17 ans, 18 ans. Donc forcément, en effet, le monde maintenant veut ça, mais les joueurs doivent aussi apprendre à gérer, et c'est tout l'enjeu. C'est là où il y a aussi c'est l'enjeu du staff maintenant. Un truc à faire, la préparation mentale, on en parle depuis peu d'années finalement. Il y a peu de joueurs aussi qui évoquent leurs soucis psychologiques, parce qu'il y en a forcément. Hein. Après, ouais, c'est encore un petit peu tabou, c'est bien dommage d'ailleurs, mais... Après, c'est clair que maintenant, un gamin de 17 ans, moi aussi, je commence un peu à me faire vieux. Mais à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas une exposition pareille sur un gamin de 17 ans, quoi. Il avait les chaussures des titulaires, et puis il grattait 2-3 minutes, mais on n'en parlait même pas, quoi. C'était un mot, mais on savait qu'il avait du talent, on le laissait tranquille. Là, maintenant, ouais, ils sont sous le feu des projecteurs directs, comme disait Geoffroy. Et puis les jeunes jouent de plus en plus tôt maintenant. Hein. Ouais. Quand tu vois le jeune à Rennes, là, qui a 16 ans, qui a fait un bon match contre le PSG, maintenant tout le monde en parle, ouais. C'est ça le problème, parce que maintenant il est scruté, ce jeune-là. Et le mec, il va faire quoi? Il va faire un mauvais match? On va dire, oh bah non, en fait, il est nul. Et puis il va faire une série de 10 matchs, il va être approché par des gros clubs, et puis s'il est mal entouré ou quoi, il va péter un scandale pour se casser. Enfin. Pour revenir un peu sur Arsenal, l'exemple parfait le plus récent, c'est Maitland-Niles qui a fait un mauvais match, il faut le dire, quand il a pris son carton rouge. J'ai un trou de mémoire, je sais plus contre qui c'était. Watford? Non, c'était pas Watford. Non, Aston Villa. Aston Villa, merci. Où on finit par gagner le match 3-2, mais il prend un carton rouge sur un tacle un peu, c'est vrai, il faut le dire, un peu débile, mais il faut pas oublier que Maitland-Niles, c'est pas son poste et il a que 23 ans.
Et Et il n'est pas défenseur, et comme il il s'est l'a fait- dit encore récemment. et il s'est fait défoncer. Ah Alors que ouais? le type, il joue depuis un an. Il joue depuis un an à un poste qui n'est pas le sien. Donc c'est vrai que c'est l'exemple un peu parfait récemment de cette situation. Justement, on va passer au troisième sujet, le match donc à Old Trafford donc lundi soir. Une septième journée. Et justement, vu qu'on parlait des jeunes juste avant, ce sera quoi, Geoffroy, pardon, excuse-moi, ce sera quoi un peu la compo, on va dire, attendue un peu de United? En fait, le problème, ça va déjà être de savoir si on a des retours qui vont être effectifs. Mais globalement, tu peux te dire que Rashford est out. Martial, il me semble enfin, je ne suis pas persuadé qu'il sera là. Donc, tu vas déjà avoir des ailiers et un attaquant de pointe qui vont être assez jeunes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un de nos meilleurs ailiers depuis le début de saison, c'est Daniel James, qu'on a recruté à Swansea et qui est jeune, quoi. Et c'est encore une fois, c'est pas à lui de porter l'équipe normalement. Et quand il rentre contre Rochdale, c'est ah bah ouais, bah ça va être lui qui va dynamiter. Ah bah c'est bon, on va gagner. Daniel James rentre. Et on est tellement dans cette culture de l'instant que s'il fait un mauvais match, bah on va lui tomber dessus. Donc du coup, nous on va jouer avec ces jeunes-là. On va avoir un Daniel James, on va avoir un Mason Greenwood et après probablement ça va tourner entre Mata, Lingard, ce genre de joueur-là. Et Pogba sera de retour avec donc au milieu Pogba, McTominay, Fred ou Matic. Donc, on va dire que pour moi, le milieu, tu vois, c'est costaud. Je pense que les gens en font toujours tout un plat, mais on devrait pouvoir, avec ce milieu-là, être dans les milieux classiques de Première Ligue. Donc, que je te parle d'un Matic ou Fred en récup, un Pogba, un McTominay, c'est pas pourri, quoi. Donc, je pense qu'au milieu, on peut faire jeu égal avec vous et la bataille là va être assez importante. Après, votre défense, je pense qu'elle est surtout sur les côtés, elle est peut-être friable. Donc, nous, on va peut-être essayer de jouer au max là-dessus, tu vois, sur la vitesse de nos ailiers. Pour une fois qu'on commence à avoir une aile droite avec deux, trois jeunes qui peuvent y jouer, mais ça reste très jeune et donc un manque de maturité peut-être. Et par contre, en défense, on est costaud, donc avec Maguire, avec Lindelof ou Tuanzebe qui peut jouer dans l'axe. Et à droite, AVB, honnêtement, il est impassable. Après, bon, maintenant que je l'ai dit, il va probablement se faire passer, mais il est vraiment monstrueux. Et à gauche, Ashley Young remplace Shaw et fait plutôt des bons matchs, ce qui est assez révélateur si même moi j'en arrive à dire ça. Donc du coup, en fait, si tu veux, on a une défense qui est solide, mais qui prend des buts. Donc je pense honnêtement que vous êtes en capacité de marquer avec Aubameyang. Et ensuite, au milieu, c'est assez costaud et une attaque très jeune et qui manquera peut-être d'expérience ou de bons choix. Voilà pour un peu l'équipe. Et pour, on va dire pour l'approche tactique de Ole Gunnar Solskjaer, est-ce que si jamais, par exemple, si jamais Arsenal gagne, sachant qu'Arsenal n'a pas gagné à Old Trafford depuis très très longtemps, est-ce que Solskjaer serait déjà un peu sur la sellette? Non, non, pas du tout. En fait, alors, le truc qu'il faut comprendre, et il ne faut pas trop suivre les réseaux sociaux pour ça, c'est que je pense que maintenant, le club a enfin compris que dans tous les cas, ça ne change rien. Enfin, non, pardon, ça ne sert à rien de changer d'entraîneur tous les ans ou tous les 2 ans. C'est inutile parce que la situation, elle va recommencer à vitam aeternam. Le nouvel entraîneur va virer quelques joueurs, va en ramener de nouveaux. La sauce va mettre 1 ou 2 ans à prendre, sauf que les mecs veulent des trophées, donc du coup, ils vont se faire virer au bout de 2 ans, etc., etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que, a priori, le projet de jeu, c'est de dire, voilà, on a Solskjaer qui est là, on a un staff qui est assez compétent autour de lui. Donc, le but, ça a été de dégraisser l'effectif, de recruter intelligemment. Nos 3 recrues, Maguire, AVB et Daniel James, c'est les 3 meilleurs joueurs actuellement de l'effectif. Et au final, j'espère que ça va être comme ça, mais d'après ce que j'entends au sein du club, c'est ça. Le but, c'est de le laisser sur plusieurs années, quitte à finir 10e, 8e, tu vois, cette saison par exemple, mais de construire sur des bases solides et de faire jouer les jeunes comme ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, leur faire gagner cette maturité qu'ils ne vont pas avoir cette année à 17 ans. Comme chez vous,
des Guendouzi, des gars comme ça. Le but, ça va vraiment être de construire maintenant, de les faire jouer maintenant, peu importe les résultats, mais que dans 2 ans, les mecs soient prêts sur des machines de guerre, avec expérience et tout ce qui va autour, quoi. Tu vois? Donc, je pense qu'il n'y a pas une histoire d'être sur la sellette ou quoi. Tu vois, les résultats ne sont pas très bons, le jeu pratiqué n'est pas très bon, et c'est le seul point qui me fait un peu plus chier que les autres. Mais on a cette carte de dire, écoute, on finit 10e, c'est pas grave. On a l'argent encore derrière pour tenir 1 ou 2 saisons à faire des résultats de merde, mais au moins, tu mets en place quelque chose de bon et de solide. Et c'est ce que je disais au début du podcast, c'est que je pense que nos 2 clubs vont dans le même sens et ont enfin compris comment faire pour avoir ces bases solides. C'est justement là-dessus que j'allais rebondir sur le fait qu'on est un peu en train de... il y a beaucoup de gens qui tombent sur Unai Emery en ce moment, nous y compris, faut pas se cacher non plus là-dessus, mais sur le fait que le jeu proposé est assez catastrophique en ce moment. En tout cas, on a gagné contre Aston Villa alors qu'on aurait dû perdre. C'était catastrophique le jeu affiché. Les gars, vous pensez pareil que Geoffroy joue du coup sur cette approche sur le long terme, on va dire, pour le club? Moi perso, j'ai jamais été fan du changement d'entraîneur au bout de 3 matchs perdus. C'est un truc qui m'énerve même dans la société actuelle où dès qu'il y a un truc qui va pas, hop, on change, que ça soit de voiture, de nana, de n'importe quoi. C'est un truc qui me gonfle après. Après, ouais, il y a les enjeux économiques. Hein ? On n'a pas trop connu ça non plus, donc... Non, oui, mais bon, là, quand je vois déjà des Emery out qui sortent, là, ça m'énerve un peu. Il y a quand même eu une personne avant qui s'appelle Arsène Wenger, qui est resté 23 piges. Il faut prendre derrière la suite. Il y a énormément de boulot parce que Arsène déléguait pas trop, donc il y a quand même beaucoup de trucs sur lesquels il faut aussi travailler. Ça va pas se régler, ça va pas se mettre en place en claquant des doigts. Et encore, on a quand même du personnel compétent comme Raoul Sanllehi qui a fait un super boulot, qui a mis en place un truc incroyable au niveau du comité directeur et tout ça. Il faut, comme le disait Geoffroy il y a un petit moment là, sans patience, on n'arrive à rien en fait. On met des choses en place, on avance nos pions tranquillement. Oui, il faudrait quand même qu'on retrouve la Ligue des Champions, ça serait quand même bien aussi sur le plan économique. Mais il faut du temps, ça demande du temps. On est dans une ère aussi où maintenant il y a des clubs monstrueux qui lâchent des sommes, on l'a vu au Mercato, il y a des sommes incroyables qui sont claquées, il y a des enjeux économiques énormes. Mais, non, moi je suis fier aussi d'avoir un club qui respecte ses traditions ancestrales, même si dans le jeu actuellement on a quand même toujours été un club qui propose un jeu alléchant, même si on prend une branlée derrière, c'est pas grave, mais bon, là, en ce moment, ça va, sur ce plan-là, ça va pas trop, mais bon, Emery, ok, il est là depuis 1 an et demi, mais ça va pas se faire en 1 an et demi de retrouver Arsenal en Ligue des Champions. Il faut du temps, il faut laisser les gens travailler, et les gens qui connaissent le métier, parce que c'est facile aussi de dire, ouais, faut faire ci, ça, ci, et on n'est pas technicien, on n'est pas des experts, donc voilà, après, chacun doit aussi rester à sa place dans certaines mesures, en fait. Pour revenir... J'ai une question. Vas-y. Pardon. Est-ce que dans votre fanbase, vous avez les fameux il faut Bielsa, il faut Conte, ce genre de noms, les Allegri, les mecs là, tu sais, comme si le mec allait venir et vraiment tout réussir en un coup avec l'équipe là, tu vois. Moi, je les adore, ceux-là. Ils me... surtout que quand tu vois les résultats que ces coachs-là ont, il n'y a rien de fou, quoi. Et tu penses que ces gens-là se disent, mon coach favori, là, il va venir dans le club et il va tout réussir. Tu sais ? Ça marche pas comme ça, la vie, ça serait trop beau, mais bon, c'est... Il y a malheureusement... C'est simple, c'est clair, mais... Après... Ça coûte c'était pour savoir si vous faire non, mais c'est constant, ça c'est comme les recrues, le mercato, il faut acheter tel joueur, mais tu le connais, qu'est-ce qui te prouve qu'il va nous apporter un truc Après, ça s'était quand même énormément calmé. C'était surtout, ces entraîneurs-là, c'était surtout quand Arsène Wenger était sur ses dernières années. Quand Unai Emery a été nommé, ça s'est calmé parce qu'on attendait de voir ce qu'il faisait. Ça commence à revenir maintenant.
parce que ça fait 1 an et demi qu'il est là, alors que c'est très court. Mais ça s'était quand même énormément calmé l'année dernière et on n'a pas trop entendu ça. On n'a pas trop entendu de nom pour remplacer Unai Emery déjà, quoi. Pour les auditeurs qui sont fans d'Arsenal, pensez à une chose. Jürgen Klopp, et là je vous parle en tant que fan de Manchester, Jürgen Klopp, il a été à Liverpool, il n'a rien fait pendant 4 ou 5 ans, il n'a rien gagné. Rien. Le jeu, il était sans plus au début, il n'a rien gagné. Ils l'ont laissé en place, ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné petit à petit l'argent, il a mis petit à petit des jeunes en place, et regardez où ils sont maintenant. Pensez juste à ça, ce que le temps peut faire. Et il y avait des Klopp out, hein, croyez-moi, il y en avait de partout. Vous laissez le temps à Emery de mettre les choses en place, c'est un mec qui va faire du bon boulot. Donc, donnez-lui ce temps-là. On s'est un peu écarté du sujet du match pour revenir justement sur la rencontre de lundi soir. Arsenal n'a donc pas gagné depuis très très longtemps à Old Trafford. Julien, pour toi, est-ce que lundi soir, est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on va gagner? Je pense qu'on peut. Je pense qu'on va gagner, effectivement. Non, je plaisante. Non, sérieusement, ouais, je pense qu'on peut gagner. Même si on est sur une très bonne série, globalement, on perd contre Liverpool normalement. On fait match nul contre Tottenham. Bon, c'est un match qu'on aurait peut-être pu avoir un meilleur résultat. La seule déception pour l'instant, c'est le match contre Watford. Mais du point de vue des résultats, on est bon pour le moment. C'est plus dans le jeu où ça pose problème, comme on l'a dit déjà. Et c'est là qu'on va voir si on peut s'améliorer à l'extérieur, puisque c'est toujours le problème qu'on a depuis maintenant 1 ou 2 ans. Et Emery n'a pas réussi à changer ça pour le moment. Où il a, en plus de ça, surtout depuis le début de saison, une approche extrêmement frileuse des matchs à l'extérieur. Où je pense que là, ça va être le même schéma, où on va avoir Aubameyang et Pepe qui vont être devant et qui vont essayer de se débrouiller à deux pour faire la différence. Donc, à voir. Après, je ne sais pas quel est le réel niveau de cette équipe de United qui est un peu en dents de scie aussi et qui n'a pas forcément les résultats escomptés. Donc, après, après, je ne sais pas si on peut si United a les armes pour nous faire mal, compte tenu des absents qu'ils ont, surtout offensivement. Voilà, je sais pas pour l'instant. De ton côté, Max, est-ce qu'il y aura encore cette, on va dire, malédiction Old Trafford pour Arsenal? Bon, moi, comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai beau réfléchir à cette confrontation, j'ai un peu du mal à me faire un avis tranché sur ce que ça peut donner lundi soir parce que Manchester est peut-être pas au top en ce moment. Il va y avoir des absents. Après, bon, le milieu de terrain, j'ai peur aussi qu'on se fasse manger à ce niveau-là. Je m'attends pas à une énorme rencontre. Après, je pense que c'est jouable dans un sens comme dans l'autre de perdre ou de gagner. J'arrive pas, je suis ni confiant ni défaitiste. Franchement, j'ai du mal à me faire un avis tranché sur ce match, étrangement. Alors que bon, c'est quand même une affiche qui m'a toujours fait rêver. Et c'est un match coché dans mon agenda dès le début de la sortie du calendrier. Donc, ouais, j'avoue, je sais pas trop comment me placer par rapport à lundi. Et disons que la chose aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi vont ressembler les équipes, parce que du côté d'United, il y a beaucoup d'absents, il y a des retours. Nous, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on va avoir Tierney à gauche? Quel milieu Emery va mettre vu qu'il change toutes les semaines? Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la rencontre. Et au niveau justement du côté d'Arsenal, au niveau de la compo, qu'est-ce que vous voulez voir, qui vous voulez voir par exemple débuter, notamment on parlait de Chambers, voilà, quels sont les joueurs un peu que vous voulez voir débuter? Bah, si on commence par le bas, bon, on va avoir Leno dans les buts, Chambers qui va sûrement être à droite. Est-ce que Emery va reprendre Socrates, David Luiz? Bon, pourquoi pas. À gauche, on aimerait bien voir Kylian Tierney, mais sinon ça va être Kolasinac. Donc attention au boulevard dans le dos. Et puis après, au milieu de terrain, je pense qu'on va avoir le droit à Xhaka, logiquement. Avec Torreira, on l'espère.
ou un Guendouzi ou un Willock, Ceballos, enfin ça peut être un peu n'importe qui. Et puis Aubameyang en forme devant, et puis Pepe aussi, qui on espère va enfin commencer sa saison. C'est vrai par rapport à Pepe, c'est vrai que lui aussi on attend beaucoup de lui, mais il sort d'un transfert de 80 millions d'euros et on attend beaucoup de lui, mais il a du mal un peu à la finition. Max, qu'est-ce que tu attends de lui sur ce match s'il est titulaire? Bah écoute, déjà c'est l'occasion aussi, parce qu'il faut pas non plus oublier il est encore jeune, hein, 24 ans. il a pas non plus, il a une énorme saison de Ligue 1 dans les pattes et pas grand-chose d'autre, sans lui faire, sans lui cracher au visage. Mais après c'est le type de rencontre où justement tu peux te transcender, et surtout dans un stade comme Old Trafford où il va y avoir une sacrée ambiance, c'est le moment de montrer qui t'es aussi. Donc ça va pas être simple, ça va être chaud ça va batailler, mais c'est aussi ce genre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est attiré par l'Angleterre. C'était pour disputer ce genre de rencontre. Après, à mon avis, il s'est mis une énorme pression, pas par son transfert, parce qu'en plus, bon, tout le monde parle de 80 millions, mais c'est pas non plus comme ça que ça marche. Au niveau du paiement, il est Oui, étalé énormément, donc c'est bon, échelonné sur 5 sur ans. 5 ans, donc bon, après ça c'est un autre problème, un autre débat, on s'en fout un peu, mais je pense qu'il voulait tellement montrer sa palette et ce qu'il était capable de faire un peu trop vite et trop tout de suite que ouais, il s'est peut-être un petit peu précipité dans ses choix sur certaines phases. Tu sens que sa frappe est un peu manquée parce que ouais, il manque encore un petit peu de lucidité et de temporisation dans son jeu. Parce qu'aussi à Lille, il avait une confiance énorme et tout ce qu'il faisait, ça Et passait. Donc. justement, c'est de la confiance qui lui manque. Ouais, puis encore, il a aussi besoin de régler ses automatismes avec ses coéquipiers, qu'il y ait une meilleure communication. C'est plus non plus le franchise player, comme on dit en NBA, à Lille, où bah, l'équipe était faite un petit peu autour de lui. Hein, donc. Mais après, il a les qualités nécessaires pour briller chez nous. Il a le jeu parfait pour évoluer avec nous. C'est le match où il peut justement montrer qui il est vraiment aux Anglais. Et j'espère que c'est ce qu'il va faire. Après, bah, et ça serait bien aussi qu'il y ait quelques milieux un peu plus créateurs pour lui donner des ballons. Mais moi, je lui fais confiance. Bon, il a mis son premier but, ok, sur penalty, mais après, Obama n'était pas obligé de lui donner. Et je pense que c'est génial Dynamique de groupe. voilà, et puis dans l'état d'esprit, c'est super aussi de dire. Parce que voilà, même Obama, il a dû sentir qu'il était un peu. Et il le voulait ce but-là. Donc vas-y, prends ton péno, marque ton but, ça t'enlève un petit poids sur les épaules. Et voilà, j'espère qu'il va jouer tranquillement et libéré dans sa tête et montrer tout ce qu'il est capable de faire lundi soir. Et moi, j'attends que ça. Donc je lui fais confiance. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est quand même un beau joueur à voir jouer. Pour un peu finir ce podcast, au milieu de terrain, est-ce que Ceballos, Ozil, Willock, Guendouzi, Xhaka, Torreira, ça va ça va être un peu quoi le milieu de terrain à votre avis? Tout dépend des intentions de jeu que Emery va vouloir mettre en place. Si on vient encore à Old Trafford pour contrer, pas sûr qu'on voit du Ceballos ou même Mesut, même si personnellement je pense que faudrait l'écarter un petit peu du groupe parce qu'il nous apporte pas grand-chose. Je suis désolé hein, pour les fans de Mesut, mais bon. Il faut être aussi réaliste. Depuis 2 ans, c'est quand même pas la folie. Donc, Si vous venez contrer chez nous, à mon avis, vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasions de contre. Parce que nous, on n'a pas trop de jeu. ouais. On a du mal quand même à créer du jeu. Donc, Ouais, non, mais je pense qu'il faut, ouais, il faut venir. Moi, je mettrais Willock, parce que j'adore ce qu'il fait et ce qu'il propose en ce moment. Avec Matteo qui est sur une belle dynamique. Ceballos, j'aime beaucoup. Après, voilà, ça va dépendre de ce qu'Emery veut proposer. On va voir le schéma de jeu qui va nous sortir. Pour l'instant, moi, j'aime pas me dire je veux ça, parce que je suis pas entraîneur, hein, mais. Je sais pas quelles vont être les intentions qu'Emery va mettre en place lundi. On va vite le savoir, hein, mais Ok. Bon, j'espère que c'est une affiche qui va transcender les joueurs en tout cas et qui va les motiver parce que c'est quand même
On se déplace dans un gros stade avec une belle équipe et ça fait, ça fait du bien aussi. Non, j'espère juste qu'on aura droit à un match sans boulette défensive de notre part, pour une fois. Retenez bien cette phrase, elle va porter la voix de Ce sera la phrase de fin, le mot de la fin, on va dire, juste avant de terminer. On va faire un petit prono, on va dire. On va commencer par toi, Julien. Ça va être quoi ton prono, on va dire? Moi, je mise sur un 2-0 avec un Aubame de feu et un PP des grands joueurs. Et une défense très solide. Max, ton prono? Je suis nul pour ça. Ouais, allez, un 0-0 des familles, mais avec un beau match quand même. Un 0-0. Ouais, alors moi je pense que ça va être 1-0 pour Manchester. Si vous êtes capable de marquer un but, ce que je pense qui est le cas, ça risque de faire 1-1. Mais je vois pas beaucoup de buts dans ce match. Ok, bah voilà pour ces pronos. Moi je dirais 2-1 pour Arsenal. Voilà pour ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Et donc rendez-vous lundi soir à 21h pour la 7e journée de Première Ligue. Et merci à toi Geoffrey d'être venu. Pas de soucis, merci, à bientôt. Ciao ciao les gars, bonne chance. Merci les gars. À lundi. La 7e journée de Première Ligue entre Manchester et Arsenal. Salut tout le monde.